On a tous ressenti ça, je crois. Cette espèce de tension, un sentiment un peu diffus, mais intense que quelque chose va basculer dans notre vie. Ah oui, tout à fait. On ne sait pas quoi exactement, mais ça travaille. Alors aujourd'hui, on va explorer un peu ça. Le changement, ses mécanismes psy, et comment mieux le vivre, quoi. On a regardé pas mal de sources différentes pour ça. Et c'est intéressant ce que vous dites au début, cette sensation, ce pressentiment, c'est souvent pas anodin du tout, hein. Ça peut vraiment signaler une transformation profonde qui est déjà en cours à l'intérieur. Avant même qu'on voit quelque chose de concret. Exactement. Un peu comme si l'inconscient ou l'âme, comme disait Jung, percevait ce qui arrive bien avant notre esprit conscient. C'est une idée qu'on retrouve dans pas mal de traditions de sagesse d'ailleurs. C'est fascinant. Et un point qui revient beaucoup, notamment chez Marc Ducasse, c'est le rôle de nos croyances, nos programmes internes, qu'il appelle ça. Ah oui, les croyances, c'est central. Elles façonnent notre réalité, notre façon de vivre le changement, souvent sans qu'on s'en rende compte en fait. Ce qu'on tient pour vrai, ça influence nos réactions et même les situations qu'on attire d'une certaine manière. Tout à fait. Et c'est marrant parce que ça explique aussi pourquoi l'efficacité de certaines méthodes, le coaching, la PNL, l'hypnose même, eh ben, elle dépend énormément de la conviction qu'on y met. Plus que d'une preuve scientifique dure, en quelque sorte. C'est ça. C'est pas que la technique est bonne ou mauvaise en soi, scientifiquement parlant, mais c'est l'impact de notre propre système de croyance sur le résultat qui est clé. Donc, le premier pas, c'est souvent d'arriver à identifier ces fameux programmes. Oui, mais ça, c'est pas le plus simple. Comment on fait pour les voir s'ils sont inconscients? Bah oui, c'est le travail d'une vie parfois. L'introspection, observer ses propres réactions, les schémas qui se répètent, parfois une aide extérieure, un thérapeute, un coach. L'idée, c'est de commencer à questionner ce qui nous paraît évident sur nous-mêmes, sur le monde. D'accord. Ça me fait penser à une autre approche, celle de Julien Besset, l'approche systémique, qui regarde le système global, pas juste l'individu. Oui, très pertinent pour comprendre le changement. Il parle de différents niveaux. Le niveau 1, c'est quand on essaye de faire des ajustements. Mais à l'intérieur du cadre qu'on connaît déjà. On change un truc, mais pas le fond du problème. Voilà. Ça soulage peut-être sur le coup, mais ça maintient la structure globale qui pose problème. C'est le plus ça change, plus c'est la même chose, typiquement. Et donc, il y a un autre niveau. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le changement de niveau 2. Là, on ne change plus dans le cadre, on change le cadre lui-même. On change notre façon de voir les choses, notre représentation de la situation. Ah oui. Vous avez un exemple? L'exemple qu'il donne est parlant. Un parent face à l'agressivité de son enfant. Niveau 1, on essaie de punir, de calmer. Niveau 2, on pourrait voir cette agressivité non pas comme une hostilité, mais comme une preuve que l'enfant se sent assez en sécurité pour exprimer des émotions difficiles. Ah, c'est une lecture complètement différente. Exactement. Et cette relecture, ce changement de regard, ça modifie naturellement les réactions du parent, donc les comportements de niveau 1, mais à partir d'une compréhension transformée. Ça dissout le problème autrement. C'est puissant. Ça veut dire qu'on s'acharne parfois sur le pourquoi d'un problème. Hmm. Alors que la question clé serait plutôt comment ce système-là, maintenant, se maintient. Qu'est-ce qui fait que ça continue comme ça? Comprendre le comment donne des leviers pour agir au niveau 2. C'est un vrai changement de perspective. Mhm. Il mentionne même un niveau de supérieur, rapidement. Oui, qui serait un changement encore plus large, touchant au paradigme culturel, idéologique. C'est plus rare, plus fondamental encore. Et tout ça, ça résonne avec ce qu'on vit à l'intérieur, j'imagine. Je pense à Annick de Souzenel, inspirée par Jung, qui parle de l'individuation comme un retournement vers soi, Oui, vers sa vraie personne, comme elle dit. en lâchant un peu l'ego, les attentes sociales. Et cette idée qu'on trouve dans Sagesse illuminée, du chaos ou de la difficulté juste avant une avancée importante, ça colle bien avec cette idée de déconstruction nécessaire, non? Absolument. C'est crucial de comprendre ça. La peur, l'incertitude, l'inconfort, ce ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des réactions normales quand on grandit, quand on sort de sa zone de confort. C'est rassurant d'entendre. Oui, parce que la clé et Sagesse illuminée insistent là-dessus. Ce n'est pas d'attendre de ne plus avoir peur, ça n'arrive pas. C'est d'agir malgré la peur, avec elle. C'est l'action, même petite mais constante, la persévérance, qui crée l'élan pour traverser ces moments difficiles. Donc accepter l'inconfort comme un signe qu'on bouge, c'est presque contre-intuitif.
Mais tellement libérateur. Et on voit bien que cette compréhension fine de la psychologie humaine, elle est utile partout, même en entreprise par exemple. Jean-Michel Moutot le souligne pour le management du changement. Tout à fait. Annoncer des changements difficiles, gérer la résistance, qu'elle soit bruyante ou silencieuse, comme l'inertie. L'inertie, oui, c'est une forme de résistance très courante. Exactement. Et Moto dit bien que savoir décoder ça, accompagner les humains dans la transition, c'est souvent plus important que les outils techniques de gestion de projet. La dimension psychologique est vraiment première. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça. Le changement, c'est complexe, c'est clair. C'est hyper lié à nos croyances, conscientes ou non. Mhm. Ça se joue à différents niveaux, soit on ajuste en surface, soit on transforme notre regard, notre cadre de référence. Et ce chemin, il passe souvent par une phase d'inconfort, de chaos même, qui est en fait un signe de progression. C'est ça. Donc, les clés, ce serait la conscience de soi, changer de question, passer du pourquoi au comment ça tient, et puis l'action, s'engager même quand c'est dur. Exactement. Et peut-être une dernière piste de réflexion pour aller un peu plus loin. Et si, parfois, notre focus sur résoudre un problème spécifique nous empêchait de voir ce qui doit vraiment changer plus profondément? C'est-à-dire, Ben, se poser la question, inspiré par l'approche de Bess, à quoi ressemblerait ma vie si ce problème-là, précisément, n'existait pas, n'avait jamais existé? Qu'est-ce que ça révèle comme désir plus fondamental? ah, intéressant, et ça ouvre d'autres portes. Ça peut ouvrir des perspectives de changement qu'on n'imaginait même pas, en allant au-delà du symptôme. Voilà, une petite question à laisser mûrir, peut-être.